Face à l'Afrique aujourd'hui pour la déclaration de la politique générale de Ousmane Sonko. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui donc François Mendy. François Mendy qui est un partisan de Barthélémy Diaz à ma droite. Et à ma gauche, donc, nous avons Kadiali Noba qui n'est plus à présenter parce qu'il est passé plusieurs fois sur notre plateau pour donc de PASTEF, donc qui fera face à François Mendy. Et nous avons le doyen Lansine Camara, donc le président de l'Union internationale des journalistes africains, et qui va nous apporter son expertise dans cette émission. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la déclaration de politique générale du Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, et ensuite nous allons également parler en deuxième partie la décision de Macky Sall de renoncer à la politique. Donc nos deux débatteurs vont nous éclairer dans ces deux situations. Eh bien, François Mendy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, avant de commencer ma toute première question, je vous demande de bien vouloir vous présenter à nos téléspectateurs. Oui, merci beaucoup. Je m'appelle François Mendy. Je suis de Agir France, membre de la coalition Sam Sakadou, qui était dirigée par le maire de Dakar. Pour nous, il est toujours le maire de Dakar, M. Barthélémy Diaz. Très bien. Donc, Kadiali Noba, vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs. Merci Kara et bonjour aussi à François. C'est un plaisir de débattre avec vous. Alors moi je suis du parti PASTEF France, donc plus particulièrement membre du sous-commissariat justice du MONCAP, donc PASTEF qui est le mouvement des cadres du parti. Très bien. Alors le doyen Camara, donc qui n'est plus à présenter, donc vous êtes le président de l'Union internationale des journalistes africains et vous serez donc l'expert de cette émission aujourd'hui. Très bien. Alors, donc, ma première question, François, aujourd'hui, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a fait sa déclaration de politique générale et après avoir remporté de façon nette et claire les élections législatives. Donc, quelle lecture faites-vous à cette déclaration? En fait, en écoutant la déclaration de politique générale du Premier ministre, on comprend pourquoi il fouillait l'Assemblée nationale. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est une déclaration de politique générale qui est vide de sens. Pourquoi? En fait, ce qui me frappe un peu, c'est M. Ousmane Sonko et le président Diomaye. En fait, j'ai l'impression, peut-être je peux me tromper de bonne foi, il va me le dire, j'ai l'impression qu'ils ont une paresse intellectuelle. La politique générale, quand vous suivez la déclaration, c'est une jonction de différents documents qui ont été envoyés par les différents ministères. En fait, c'est-à-dire qu'il n'a même pas pris la peine de s'approprier tous les retours que ces ministres lui ont envoyés. C'est la sensation que cela donne. Il a fait du copier-coller. Et ça se voit dans son speech. C'est-à-dire, quand il commence un sujet, un secteur, dès qu'il finit, vous savez nettement qu'il a fini ce secteur-là, il entame un autre. Or, si ça avait été un document dont il avait pris la peine de travailler, il aurait dû y avoir une corrélation entre les différents secteurs de la vie nationale. Mais là, on sent nettement que le Premier ministre ne sait pas, approprier le document, et ensuite, il n'a même pas pris le temps de le lire, de comprendre la quintessence de ce que ces ministres lui ont produit. Et ça s'est vu dans sa lecture, parce que pour moi, ce n'est pas une déclaration, c'est une lecture. C'est pourquoi, en fait, pendant toute la lecture de son document, c'est comme si vous avez un élève, vous lui remettez un ouvrage qu'il n'a jamais vu de sa vie, qu'il n'a jamais lu de sa vie, et il était comme ça, figé sur le document. Alors, Kadiali Noba, donc, est-ce que vous partagez cet avis? Évidemment non. Je pense que c'est la première fois que j'entends quelqu'un avoir cette appréciation sur la déclaration de politique générale. Je ne sais pas si M. Mendy est dans le secret des dieux pour pouvoir dire que le travail que les ministres lui ont donné, il n'a pas pris le temps de mâcher ce travail-là. C'est l'appréciation de beaucoup de
d'hommes politiques qui ne sont pas aussi aujourd'hui de notre obédience politique ont apprécié ce discours, cette déclaration de politique générale, pour dire que c'est une déclaration qui est quand même fournie, détaillée, il y a un petit peu de tout, assez structuré, où on voit la vision qui a été déjà déclinée dans la vision Sénégal 2050. Mais il faut rappeler une chose, c'est que cette déclaration de politique générale aujourd'hui intervient 8 mois après la prise de fonction du Premier ministre. Donc, il n'est pas aberrant qu'on puisse retrouver en fait des éléments que nous connaissons déjà, des éléments qui sont déjà dans l'espace public. L'autre élément qu'il a apprécié, là où il a commencé à parler, c'est en disant qu'on sait pourquoi il ne voulait pas faire la déclaration de politique générale. Je rappelle que même si aujourd'hui nous ne sommes pas de la même obédience politique, il ne faut pas avoir l'esprit court pour dire que pour avoir cette position, parce que si je me rappelle bien, M. Barthélémy Diaz et nous avons combattu ensemble en 2022 pour être à l'Assemblée nationale. Donc au moment où nous avons pris le pouvoir, peut-être nos chemins on a pris des chemins différents, mais à cette époque, il y avait aussi ce qui était majoritaire, on avait un ennemi commun qui était un adversaire politique commun, on va dire, pardon l'expression, c'est plutôt en fait Benno Bokk Yakaar. Donc à l'époque, d'un point de vue, le Premier ministre d'ailleurs a apporté une réponse à ce propos en disant que la politique c'est pas que de la force, c'est que à l'époque, il ne pouvait pas venir faire de la déclaration de politique générale. Il y avait un argument juridique qui était très clair, c'est que il y a une réforme qui est intervenue en 2019, si vous permettez, très rapidement. Il y a une réforme qui est intervenue en 2019 où on a changé la Constitution, supprimé le poste de Premier ministre. Par conséquent, on avait modifié les règlements de l'Assemblée nationale. Et une fois qu'on a fait revenir le poste de Premier ministre, dans la précipitation, la majorité de l'époque n'avait pas modifié les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Et il y a un principe qui est très basique dans notre République, qui est le principe de la séparation des pouvoirs. Donc, quand l'exécutif doit intervenir dans l'Assemblée, il y a des procédures à suivre, c'est déjà réglementé. Et donc, il se trouvait que malheureusement, pour la majorité de l'époque, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale n'avaient pas prévu, en fait, les modalités pour que le Premier ministre intervienne. Même si l'ancien Premier ministre qui était Amadou Ba était intervenu, on ne peut pas, nous, en tant que la rupture qu'on prône, la légalité, on veut se baser sur la légalité, se fonder sur une pratique qui est illégale pour dire que oui, comme M. Amadou Ba était intervenu à l'Assemblée nationale, donc M. Ousmane Sonko devait suivre cet exemple. Donc ça, c'est l'argument juridique. Sur le plan juridique. Sur le plan politique, il n'était pas opportun aussi de se présenter devant une Assemblée nationale où on sait que les Sénégalais ont voté le 24 mars, ont donné une majorité et on savait très bien que cette Assemblée ne pouvait pas tenir au-delà du 12 septembre parce que d'un point de vue politique, la manière dont la majorité a agité la motion de censure pour censurer quel gouvernement qui vient de s'installer dans des conditions difficiles avec tout ce qu'on a vécu, avec le report de l'élection, les incertitudes qu'on a eues. Donc voilà, aussi bien sur le plan juridique, moi je pense qu'il n'y avait rien à dire pour dire que le Premier ministre ne pouvait pas devait venir faire sa déclaration. Ce n'est pas fondé et sur le plan politique, ce n'était pas opportun. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cet argument-là. Mais en tout cas, moi je suis très content de cette déclaration de politique générale qui rentre un peu, qui donne en tout cas une vision de ce qu'on veut faire et surtout les ruptures qu'on veut apporter. Parce qu'il y a une chose qui m'a marqué, une phrase, dans la première partie en tout cas de la déclaration de politique générale, quand il disait que il faut dire aux Sénégalais, dire la vérité, dire toujours la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et je pense que c'était un exercice de vérité. On aura l'occasion de revenir en détail sur ces éléments. Le doyen Camara, donc vous avec un œil d'expert et puis aussi vous qui connaissez très bien la politique africaine, et que pensez-vous de cette déclaration? Alors, tout en étant modérateur d'un tel débat, j'avoue que je trouve que le Premier ministre était au bon endroit, au bon moment, à l'Assemblée nationale. Et j'ai trouvé assez intelligent beaucoup de propositions. Du genre, par exemple, que les Sénégalais de l'étranger vont être représentés dans un haut conseil des Sénégalais de l'étranger. Je trouve que c'est révolutionnaire. Le Premier ministre a très bien fait de mettre l'accent là-dessus parce que sans l'apport de la diaspora, au moment où Sonko et Bassirou étaient enfermés, je crois que les choses ne se seraient pas passées comme ça s'est passé. Donc, il était au bon endroit, au bon moment, et sa déclaration de politique générale doit être ce que j'appelle le socle du départ de ce jeune et nouveau gouvernement. Très bien. François,
bon, vous n'êtes pas d'accord sur la forme de la déclaration, mais maintenant, on va rentrer dans le fond. Et donc, il avait évoqué un certain nombre de sujets. Par exemple, donc, nous sommes ici en France. Et concernant donc la base militaire française qui est au Sénégal depuis plusieurs années, Bassirou Diomaye Faye avait déclaré que ces militaires français doivent rentrer chez eux. Et ensuite, concernant le visa, il a dit qu'il va appliquer la réciprocité. Donc maintenant, dans ce fond-là, est-ce que ça, c'est quand même important et innovant? Pour ce qui est de la base française, il n'en reste pas grand-chose. C'est ça la réalité. En fait, le prétexte utilisé, c'est le nationalisme. Et l'armée française n'a pas vocation à rester en Afrique. Cependant, je ne fais pas partie des gens qui croient que la présence d'une base militaire étrangère dans un pays fait que ce pays n'est pas indépendant. Ça n'a rien à voir. La présence de l'armée française au Sénégal ne dérange absolument personne. Ce n'est pas la présence de l'armée française qui a fait que le Sénégal est resté sous-développé, pauvre. Ce n'est pas le départ de l'armée française demain qui va faire que le Sénégal deviendra du jour au lendemain les États-Unis d'Afrique, d'Amérique, la Chine, la Corée, etc. Ce n'est pas ça le débat. Okay? Qu'ils partent, tant mieux. Maintenant, pour ce qui est de la réciprocité des visas, en fait, c'est complètement insensé. Pourquoi je vous dis que c'est insensé? On l'a déjà expérimenté. Ça n'a pas marché. Ça a été arrêté. Maintenant, écoutez, nous sommes tous des Africains. On ne va pas se mentir. On va se dire nos 4 vérités. L'Africain qui vient en France, il vient pour rester. Il vient pour chercher. La majorité d'entre nous, ce sont nos frères qui prennent des pirogues, qui prennent la Méditerranée. On ne vient pas avec nos devises, nos poches pleines d'argent pour dépenser en France. Exceptionnellement, quelques hommes d'affaires seulement. A contrario, les Français, les Européens, entre guillemets, ou les Américains, quand ils vont chez nous, ils y vont pour dépenser. Ils vont en tant que touristes. Okay? Donc, imposer un visa... Non, non, mais il avait dit cas par cas. Oui, cas par cas. Voilà. Cas par cas. Si on est logique, voilà. On parle de réciprocité. Il ne doit pas y avoir de tabou. Okay? Moi, tu me parles de réciprocité. La France nous exige des visas. Le Français qui va à Dakar, il doit avoir son visa. Pour moi, c'est ça. Maintenant, le secteur économique, le secteur du tourisme au Sénégal, c'est autour de 6-8% du PIB. Ce n'est pas négligeable. Il ne faut pas jouer avec le secteur économique national. Et malheureusement, ce gouvernement est en train de jouer avec l'économie sénégalaise. Hier, c'était les chiffres truqués. On est en train de subir les contre-coups. Demain, ce sera le tourisme. Le surlendemain, ce serait quoi? En fait, la sensation que cela donne, c'est qu'ils sont en train de saccager tout ce que le Sénégal a bâti sur le plan économique. Mais c'est ce que je vous le dis, monsieur Karasouli. Quand je vous dis qu'ils sont en train de tout saccager, aujourd'hui, le Sénégal emprunte de manière exorbitante. La Banque mondiale, le FMI, ont pris tangente. Qu'est-ce qu'on fait? On fait recours à des fonds vautours. Le Sénégal emprunte à des taux beaucoup plus chers. C'est quoi l'utilité? Quelle est la plus-value pour le Sénégal? Absolument pas. On revient sur le plan interne. Ils font du matraquage fiscal. Déjà, on est un pays très informel. Il n'y a absolument rien au niveau national. Seules quelques exceptions. On met la pression sur toutes les entreprises. Le secteur de la presse agonise. On nous sort un truc du chapeau pour demander aux entreprises de presse de s'enregistrer sur une plateforme numérique. Le ministre du numérique, qui est un des nôtres, qui est de la diaspora, je l'ai rencontré tout dernièrement lors des élections législatives. C'est quelqu'un que j'aime bien, il est très courtois, il est très sérieux comme compatriote. Mais en fait, il porte un projet
qui n'est pas économiquement viable pour la presse sénégalaise. Parce qu'en fait, au niveau national, on a à peu près 3 ou 4 grands annonceurs. Toute personne qui investit dans la presse au niveau du Sénégal doit savoir une chose, c'est que vous y allez pour perdre de l'argent. Donc ces gens, ils mettent de l'argent avec leur volonté, ils recrutent des Sénégalais. Tout n'est pas rose. Mais vouloir venir avec une mitraillette ou un revolver à la tempe. Bon. Donc, oui. Et je vais lui donner la parole parce qu'il a... Donc, Kadiali, il a donné ce catalogue donc, de mesures, selon lui, qui ne correspondent pas du tout à l'économie sénégalaise. Qu'est-ce que vous... Alors, je n'ai pas envie de rebondir sur tout ce qu'il a dit, parce que je pense que soit il y a un manque de connaissance des sujets, soit il y a un manque de maîtrise en fait, du sujet traité. Vous l'avez posé la question sur 2 points, c'est sur les bases militaires et sur les visas. Donc sur les bases militaires, je peux être d'accord avec lui sur ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire que le fait de demander à l'armée française de partir, ça ne va pas résoudre le problème économique du Sénégal. Ça, on peut être d'accord là-dessus, même si on est sur deux bords politiques différents. Mais ensuite, derrière, l'argumentaire qu'il a développé, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, parce qu'un État qui décide, à un moment donné, de dire qu'on veut retrouver notre souveraineté, un État est en droit de le dire. Donc moi, je ne vois pas en fait qu'est-ce qui est discutable là-dessus. Et dans un environnement normal, c'est-à-dire qu'aucun État, aucune armée n'a vocation à rester sur un autre territoire. Et que quand on regarde l'armée française installée en Sénégal depuis 1900, je crois, si je ne me trompe pas sur la date, sauf une période où il y a eu en fait l'ancien président Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, le nombre de militaires qui sont présents en France et au Sénégal, français au Sénégal, c'est à peu près 350, c'est ce qu'on dit, les chiffres. Oui. Donc voilà. Donc c'est de l'ordre symbolique en fait. Donc si c'était ça, il y a des combats en réalité qu'un État doit mener, un peuple doit mener sur le plan en fait symbolique et sur le plan des principes. Donc là, je ne sais pas de vous convaincre si c'est votre avis. Voilà. Sur le problème des visas. Moi, ça ne fait ni chaud ni froid. Oui, alors, ça ne change rien dans le quotidien des Sénégalais. Alors, je continue. Sur le plan des visas, la réciprocité, je ne sais pas si vous voyagez beaucoup, mais moi, je voyage beaucoup dans beaucoup de pays. J'ai la chance d'avoir exercé au niveau international. OK. Et donc, tant mieux. Mais ça m'étonne quand même que vous ayez cette appréciation de dire que la réciprocité, c'est juste une chose. Si on fait payer des visas aux Sénégalais qui veulent venir en France, on connaît bien les procédures, en fait, au Sénégal. Aujourd'hui, pour avoir un rendez-vous, c'est quasiment dans les 100 000, en fait. Et que quand on n'a pas de visa, parfois on n'a pas de réponse. Enfin, quand on a une réponse négative, on perd son argent. Donc, la réciprocité, à un moment donné, si on prend les choses de manière très simple pour les téléspectateurs, c'est de dire que si vous mettez un visa pour les Sénégalais qui doivent venir en France et que vous leur demandez de payer, peut-être nous, on ne va pas leur exiger d'avoir un visa, de faire les procédures, mais c'est une chose qui est très simple de dire que quand vous arrivez au Sénégal, pour rentrer au Sénégal, vous payez 50 € à l'aéroport, ça peut être à l'arrivée. Donc, les modalités, on peut en discuter. Et ce n'est pas une raison de dire que l'ancien gouvernement avait à un moment donné essayé de faire de la mise en place de ce visa et que ça n'a pas réussi, quand nous interdisons de le faire. Parce qu'on peut analyser la situation et regarder ce qui n'a pas fonctionné, essayer de redresser. Il y a beaucoup de choses qu'on a essayé, ça n'a pas marché, donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le refaire. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que ce qui est important pour nous, c'est de dire que pourquoi on n'y est pas arrivé, est-ce qu'on s'y est bien pris? Si on s'y est bien pris, alors qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Donc, essayer de faire un diagnostic, en tout cas, et d'apporter des réponses à cette question-là. Et donc, le comportement aussi du Sénégal vis-à-vis ne sera pas identique, par exemple, pour les Américains, pour les Français ou pour nos pays, nos voisins qui sont en Afrique, par exemple. Donc, ça ne sera pas pareil. Ça, c'est une première question. Je prends par exemple l'exemple du Cameroun. Quand je vais au Cameroun, si je dois avoir un visa. Donc si les Camerounais doivent venir au Sénégal, il est normal aussi qu'on leur demande un visa. Donc la réciprocité, il ne faut pas juste qu'on se focalise sur la France. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de l'international, on veut nous réduire pour dire que nous, notre vision, c'est par rapport à la France. On ne fait pas les choses par rapport à la France. On fait les choses par rapport aux Sénégalais. Et c'est ça, en fait. Je pense que c'est l'erreur que nos hommes politiques, beaucoup de nos hommes politiques font généralement. Ça, c'est le premier point. Après, il a bifurqué sur d'autres sujets. Je peux venir sur le financement. Parce que si je comprends M. Mendy,
Il est en train de dire qu'aujourd'hui, on est en train de subir les conséquences de l'exercice de vérité, qu'on peut l'appeler comme ça, que nos gouvernants ont fait sur le financement, sur le déficit, pour aller vite, les déficits, en fait, et... les impôts. Alors, les impôts, je viendrai, c'est un autre sujet, mais sur le financement, les déficits et l'endettement du Sénégal. Moi, j'aimerais bien qu'ils nous disent, en fait, qu'est-ce qu'il aurait conseillé au gouvernement, c'est-à-dire qu'un gouvernement qui arrive, on nous dit que l'endettement, il était de... le taux d'endettement qu'on a trouvé en place, il est passé par le bon taux d'endettement. Donc, qu'est-ce que vous aurez conseillé au gouvernement? De continuer de mentir aux Sénégalais et de prendre la responsabilité de la gestion de 12 ans de pouvoir de l'ancien régime. C'est ce que vous aurez conseillé. Moi, je pense qu'en homme responsable politique, ce discours-là, on ne doit pas avoir ce discours-là. On ne doit pas se poser sur ce point-là. Le déficit, c'est pareil aussi. Donc, et tous ces deux sujets, l'ampleur de la dette et les déficits, ça a un impact effectivement sur la vie des Sénégalais, sur le niveau d'endettement. Et qu'est-ce que nos gouvernants aujourd'hui proposent? Le Premier ministre dit qu'il faut restructurer la dette et la manière de s'endetter aussi, en faisant appel, par exemple, à des financements, à des outils de financement innovants, par exemple la diaspora, la mobilisation de la diaspora, ça c'est l'un des premiers points qui est important, mais aussi de regarder la structure de la dette, c'est-à-dire qu'aujourd'hui notre dette, on va dire les 2/3 sont détenus par l'étranger et, enfin, pour aller vite, 60% sont détenus par l'étranger et le reste, c'est de la dette qu'on appelle qui est libellée en francs CFA. Donc, ce que le gouvernement propose, c'est de dire, d'inverser la tendance. Effectivement, aucun État aujourd'hui ne peut vivre sans endettement parce qu'on en a besoin. On est dans des pays où on doit faire beaucoup d'investissements sur des projets structurants. Donc, la question, c'est maintenant de dire que je dois m'endetter, mais auprès de qui? Comment je m'endette et pour quel projet? Donc c'est ça les questions fondamentales en fait auxquelles il faut essayer de répondre. Et c'est ce que fait le gouvernement. L'autre aussi moyen de restructurer la dette, c'est en ayant en fait une dette qui est en monnaie en francs CFA, on évite juste deux choses: le taux de change. Et ça, c'est important parce que le taux de change, si on s'endette en dollars, bien sûr, à un moment donné, il va falloir payer en dollars. Donc, forcément, les variations de taux de change, on va les subir. Et il y a beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas. Ensuite, le risque, les autres risques que nous avons, que nous allons supporter on s'endette en fait en devise. On va dire en devise pour aller vite, pour ne pas dire l'euro ou bien le dollar en devise. Donc, il y a aussi en fait les taux, en fait, les taux variables. Donc, les taux variables aussi, ça aussi, c'est des choses que nous subissons, par exemple, sur les eurobonds, tout ça. Donc, ça aussi, c'est des éléments où on dit qu'effectivement, c'est pour réduire la charge de la dette en jouant sur ces deux leviers, en trouvant d'autres moyens de financement. Mais on sait, dans beaucoup de pays dans le monde, il y a l'une des sources de financement de l'économie, c'est l'épargne des Sénégalais. Donc, et aujourd'hui, certainement, il y a des outils qui existent, mais on n'est pas en fait à un taux de mobilisation de l'épargne des Sénégalais qui doit servir à l'économie sénégalaise. Et donc, ça, c'est un gros point. Je pense que tout le monde doit soutenir parce qu'il y a eu beaucoup de propositions. Je pense que vous et moi, aujourd'hui, on est intéressés par le Sénégal. Si on a de l'épargne, qu'on voit un projet qui est au Sénégal où nous voulons mettre nos économies pour non seulement aider nos frères, aider tout en aidant aussi l'économie sénégalaise, on n'hésiterait pas à le faire parce que je ne pense pas que je sois beaucoup plus compatriote que vous. Donc sur ces types d'outils, je pense qu'on doit être d'accord sur ces éléments-là. Donc vouloir apporter la polémique sur des sujets qui font l'unanimité dans beaucoup de pays, je ne vois pas l'intérêt. C'est ça que je veux dire. Et le dernier point, là où je voulais intervenir, c'est sur la fiscalité parce que quand même c'est important. La fiscalité, c'est l'un des sujets les plus importants. En fait, il n'y a pas de fiscalité sans État. Pas d'impôt sans État. Donc, dans nos pays, alors là, ce n'est pas une caractéristique qui est propre au Sénégal. Dans beaucoup de pays africains, c'est vrai que le taux de pression fiscale, c'est-à-dire quand on regarde quand on rapporte les recettes par rapport au budget, le taux de pression fiscale est généralement en dessous de ce qu'on constate si on prend une référence, par exemple, l'OCDE qui est à peu près à 34%. Dans les pays africains, on est à moins de 20%. Bon, ça dépend. Au Sénégal, quand on regarde les derniers chiffres que nous avons avec la loi de finances rectificative 2024 et la loi de finances pour 2025, on voit qu'on est en 2024, on a un taux de pression fiscale qui est en dessous de 18%, à peu près. Et donc, les critères de convergence de l'UEMOA nous disent qu'on doit être minimum à 20%. Donc déjà, avec ce gap-là, on doit le résorber.
Mais pour les résorber, le gouvernement actuellement, je rappelle qu'ils n'ont pas voté une loi pour modifier le Code général des impôts. Donc ça veut dire que toute la législation qui s'applique aujourd'hui, c'est la législation qui a été mise en œuvre, mise en vigueur depuis le Code général des impôts de 2013 avec les différentes réformes. Alors, sur ce plan-là, ce qu'on a fait, nous, en arrivant au pouvoir, c'est juste des choses très simples. C'est-à-dire que respecter la législation en vigueur. Comment? En disant que quand vous devez payer des impôts, vous les payez dans les délais. Donc, souvent, il y a beaucoup d'entreprises qui ne payent pas les impôts dans les délais. Ensuite, dans les impôts que vous devez reverser, il faut faire le distinguo entre plusieurs types d'impôts parce que souvent, on va aller très vite sur ces sujets, mais c'est important de faire le distinguo entre les impôts que l'entreprise en tant que structure économique doit payer, doit à l'État, et les impôts que l'entreprise collecte auprès de ses salariés. Et il y a un monsieur, je ne veux pas les citer, pour ne pas les citer, Madiambal Diagne, qui, je ne suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses, mais qui est un acteur économique qu'il faut soutenir, mais il a dit une chose qui est extrêmement grave, mais même un autre directeur de télé l'avait dit, c'est que lui, il collecte les impôts auprès de ses salariés, non seulement les impôts sur le revenu. En France, nous, on a le prélèvement direct pour les salaires, sur les salariés. Oui. Donc, vous imaginez... C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Oui. Ouais, c'est un système qui est inspiré de la France. C'est exactement la même chose. Donc, il y a mais non, le Sénégal y était avant même la France. La France, c'était pas un impôt à la source, c'est la France qui s'est inspirée du Sénégal. Voilà, oui. Le Sénégal, alors, le Sénégal, on faisait déjà le prélèvement à la source. Alors, je vous explique, moi je suis fiscaliste, je connais très bien. Alors, en 1947, tout ça, il y avait déjà en fait le prélèvement à la source. Donc, la France est partie. Ils ont enlevé le prélèvement à la source pour le système déclaration. Après, ils sont revenus. Donc, nous, on a hérité du système avant les indépendances et on l'a gardé. Voilà. Donc, je veux dire que ce qui existe au Sénégal actuellement sur l'impôt sur les salariés, ça vient de la France, peu importe. Mais ce que je voulais dire pour continuer sur ce point-là, après, j'en termine par là, c'est de dire que le prélèvement à la source sur les salaires, c'est pas en fait, c'est prélevé sur le salaire, c'est le salaire du salarié. Donc, ça n'appartient pas à l'entreprise, peu importe les difficultés que l'entreprise a. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, dont lui, ils ont en fait gardé le prélèvement qu'ils ont fait auprès de leurs salariés, l'impôt prélevé sur les salaires et qu'ils ne reversent pas à l'État. Qu'ils ne reversent pas à l'État parce qu'ils disent qu'ils ont d'autres besoins de trésorerie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les salariés doivent payer des cotisations sociales pour leur retraite. Et sauf qu'il y a beaucoup de salariés qui travaillent puisqu'il a pris l'exemple des maisons de presse, mais ça, c'est un problème qui est un peu plus général au Sénégal, où les employeurs ne versent pas les cotisations sociales au niveau des caisses de retraite. Oui, l'IPRES. Et donc là, le problème, c'est que si on va même au bout de la logique, c'est-à-dire qu'en réalité, ils sont en train de transférer une charge sur la communauté. Parce que vous et moi, si on a des parents qui travaillent pendant une dizaine d'années, que les employeurs ne payent pas leurs cotisations sociales, à un moment donné, quand ils sont à la retraite, ils n'auront pas de retraite. Et ces personnes-là, il va falloir les prendre en charge. Soit c'est les enfants qui vont les prendre en charge, soit c'est la communauté. À un moment donné, ça veut dire que alors qu'ils ont consacré leur vie à un employé ils ont cotisé, mais leur employeur, en fait, a pris l'argent et les a mis dans sa poche. Oui. Donc ça, je pense que c'est des sujets sur lesquels on doit être intransigeant. Après, maintenant, soutenir le secteur de la presse. Il faut soutenir le secteur de la presse, on est d'accord, mais il faut trouver les formules, mais ce n'est pas en récupérant des impôts ou bien les cotisations sociales des salariés, ne pas les reverser pour ensuite crier au scandale quand on vous demande de respecter la loi. Ça, je ne suis pas d'accord dessus. Donc, je vais juste demander au doyen d'abord... beaucoup de choses, on va y revenir. Mais je termine juste sur les impôts, c'est-à-dire que aussi dans la déclaration de politique générale, ce qu'ils ont dit, c'est le matraquage fiscal qu'il a utilisé. Il n'y a pas de matraquage fiscal, pour finir sur ce sujet. C'est que ce qu'on demande, c'est que quand on a des obligations, par exemple, des exonérations fiscales aujourd'hui, il y a un certain nombre d'obligations qui sont derrière pour les entreprises et que souvent, ces exonérations sont conditionnées. Et donc, on demande juste aux entreprises, mais vous avez des exonérations. À un moment donné, une exonération, c'est une dépense fiscale, c'est une dépense en fait, parce qu'on l'évalue. À un moment donné, on dit aux entreprises, mais vous avez des exonérations, mais derrière, vous avez des obligations. Si vous ne respectez pas vos obligations, vous n'avez plus droit aux exonérations. Donc, c'est une application de la loi de manière stricte. Certes, c'est difficile et qu'au Sénégal, on n'est pas habitué à cela. Et donc aujourd'hui, il va falloir ça, c'est l'une des ruptures en fait que nous prenons, c'est qu'à un moment donné,
Il y a des règles du jeu, il faut les respecter. Si vous avez un business model qui ne marche pas, dans ce cas-là, vous devez revoir votre affaire. Mais vous ne pouvez pas baser votre business model sur le fait de ne pas reverser de l'impôt sur le dos de l'État. Sur le dos, non seulement pas de l'État. Non, mais ce n'est pas sur le dos de l'État, mais c'est surtout sur le dos des salariés. Ceux qui font exister votre entreprise, c'est pas en réalité, les premières victimes, ce n'est pas l'État, c'est les salariés, c'est les gens qui sont dans les organes de presse. Très bien. Il faut qu'on avance un peu, donc le doyen mais il va être court. C'est juste sur les bases militaires, parce que ça, c'est la fiscalité et tout, donc c'est une affaire interne. Vous allez donner votre avis sur les bases militaires et les visas, rapidement. Tout en étant derrière le modérateur, c'est qu'il faut rafraîchir M. Mendy sa tête. Il faut rafraîchir sa tête, il faut lui dire que la France où nous nous trouvons, De Gaulle, quand il a libéré la France avec les Américains, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est précipité pour dire qu'il n'y aura pas de base américaine en France. Il est tout à fait normal que même si les Français jusqu'ici ont aidé le Sénégal à se développer, qu'à un moment donné, la base française, en toute respectabilité, que cette base de l'armée française s'en aille. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui est très intelligent de la part de ce jeune gouvernement. Il ne l'a pas dit avec arrogance. Il a dit, voilà, nous ne voulons plus de base militaire dans notre pays. C'est pas beau, ça, jeune homme? Et le visa? Et le visa, je ne pense pas que la réciprocité soit l'apanage de je ne sais quel pays tel que la France elle-même. Si la France veut aller au Sénégal, des Français, des touristes, des commerçants, qui ne payent pas du tout ce qu'on appelle, quand ils vont faire le visa, pas de visa, ils ne payent rien. Ils viennent même avec une simple carte d'identité, tu peux aller au Sénégal. Et que les Sénégalais, entre toi et moi, aucun Sénégalais ne peut sortir comme ça de Dakar, de Kaolack, de je ne sais quoi, pour venir en France avec sa simple carte d'identité. Il faut rappeler les choses à l'ordre. Si les Français peuvent aller au Sénégal sans visa, il faut que les Sénégalais viennent en France sans visa. Alors maintenant, sur le plan de l'économie, eh bien, le tourisme sénégalais se porte toujours bien. C'est un pays touristique qui s'enrichit avec tout ce qu'on a là-bas. Quand vous allez à Sali, ou même quand vous allez à Ziguinchor, par exemple. Cap Skirring, ouais. Mais c'est un trésor touristique inestimable. Alors, que va-t-il faire? Soit on fait la réciprocité. Les Sénégalais viennent en France sans visa, ainsi de suite, et les Français vont... Parce que ce que vous ne savez pas, quand un journaliste sénégalais peut venir en France pour faire des investigations sur ce qui se passe à Barbès, à Châteaurouge et ailleurs, on le lui interdit en disant non, vous ne pouvez pas quitter parce que ça, c'est pas bien. Il faut faciliter les choses. Donc, de ce point de vue, ce que le nouveau gouvernement fait, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la provocation, c'est de la lumière. C'est-à-dire que le nouveau gouvernement apporte une lumière et cette lumière, il ne faut pas l'éteindre. Maintenant, c'est aux Français de dire, bon, écoutez, les Sénégalais viennent sans passeport, sans visa. Je veux dire, nous, on va... Sinon, si on continue à mettre le visa du côté des Sénégalais alors que les Français n'en font pas autant, ce n'est plus... c'est plus la justice. Donc, on va avancer un peu. Donc, concernant la loi d'amnistie, donc on va terminer pour le côté du gouvernement sur ça, et puis on va rebondir sur le renoncement de Macky Sall à la politique. Ça, on va essayer de le traiter rapidement. Bon, et donc, concernant la loi d'amnistie, François, est-ce que vous êtes pour ou contre son abrogation? Oui, je suis pour son abrogation. Cette loi, elle n'a pas sa raison d'être. Je ne suis pas député. Je m'étais exprimé quand le gouvernement de Macky Sall proposait son adoption. Et je pense que pendant la campagne électorale, toutes les listes présentes étaient d'accord pour son abrogation. Donc, il faut le faire le plus rapidement possible et que les gens sachent exactement qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal avant de passer à la prochaine étape. Maintenant, sur un fait, juste une précision, sur la question de la fiscalité. Je suis d'accord avec vous, hein, pour les prélèvements qui sont faits par les patrons de presse, etc. Moi, j'ai travaillé au Sénégal.
Donc, j'ai travaillé au Sénégal avant de venir en France. Je n'ai pas eu un visa étudiant pour venir en France. Non, c'est pas ça. J'ai une autre procédure qui m'est propre. J'ai été recruté à Dakar pour venir travailler en France. Donc, j'ai travaillé au Sénégal. Je sais ce que cela veut dire. Effectivement, il y a des entreprises qui collectent, qui font des prélèvements à la source, qui ne versent pas à l'IPRES et à la Caisse de sécurité sociale. Ça, c'est très vrai. Ce n'est pas de ça dont on parle. Ça, c'est une question de justice sociale. On ne peut pas prélever l'argent d'un salarié et ne pas verser. Okay? Mais je précise, vous avez pris l'exemple des entreprises, oui, des entreprises de presse. C'était le sujet pour les entreprises. Oui, c'était le sujet. Mais en fait, c'est un cas parmi ça. Voilà, donc c'est aussi pour recadrer le débat, pour dire qu'effectivement, c'était ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut, à un moment donné, que l'État, qui est un très mauvais payeur, règle sa note. Parce que si vous ne payez pas la presse ou les entreprises, ils sont obligés de chercher des ressources additionnelles. Je ne suis pas un patron de presse ou un chef d'entreprise, mais je raisonne en tant qu'humain. Si je sais que, par exemple, j'exécute un marché de l'État qui met 1 an pour me payer, 2 ans, qui parfois me font plus de 5 ans, mais entre-temps, je dois payer mes salariés. Est-ce que j'aurai encore des ressources pour payer mon salarié dans 2 mois, 3 mois, 4 mois? Je vous pose juste une question. Est-ce que vous pensez que le fait que l'État ne règle pas à temps ses factures vis-à-vis des entreprises, c'est une autorisation pour les entreprises d'enfreindre la loi en ne reversant pas en fait les cotisations ou les impôts qui sont prélevés sur les salaires? Il y a 2 options. Mais juste pour... Attendez, je vais vous répondre. Je vais vous répondre très directement. Oui. Écoutez, il y a 2 options qui vont se passer. Okay? Soit moi, en tant que chef d'entreprise, je me dis, OK, je verse l'argent, je ferme la boutique, je me barre. Je ne le ferai pas. Je préfère bloquer de l'argent, le temps que l'État me paye, je me régularise. En tant que chef d'entreprise, je ne vais pas investir mon argent parce que l'État ne m'a pas payé, que je vais fermer ma boutique. Oui, ça, je ne le ferai pas. Ce n'est pas toutes les entreprises. Non, ce n'est pas toutes les entreprises, c'est l'exception. Oui, qui travaillent pour l'État. Voilà, il y en a Non, mais la commande, par exemple, pour le cas concret du secteur de la presse, par exemple. Oui, mais on parle toujours du secteur de la presse. Vous voulez dire que tous les problèmes du secteur de la presse, c'est parce que l'État ne leur a pas payé leurs factures, si je comprends bien. C'est ça que vous voulez dire? Je vais vous dire un truc à l'époque. Oui. Non, mais je veux juste comprendre votre logique pour pouvoir vous répondre sur cette partie-là. Je travaille pour un média public à l'époque. Okay? Mais quand vous voyez la dette, je dis bien la dette du gouvernement, vous n'en revenez pas. Et surtout sur cette partie ça, aussi. c'est très vrai. Et même pour je parle du public, même pour le privé. Mais le gouvernement, tout le monde sait que le gouvernement, c'est le plus grand mauvais payeur. Mais là, il y a 2 options. Soit on décide, OK, on ferme la boutique, on paye. Moi, en tant que chef d'entreprise, je ne le ferai pas. Les prélèvements que je vais faire, je vais continuer à payer mes salariés. Quand le gouvernement va me payer, je me régularise. Je vais régulariser tout ça. Et sur ce point-là, parce que faisons un exercice aussi de vérité. Ce dont on parle, c'est-à-dire que c'est une situation qu'on a héritée depuis qu'on est arrivé au pouvoir et que vous êtes au courant que pour les agriculteurs, il y a eu en fait des dettes qui ont été réglées. Pour beaucoup d'entreprises dans le secteur des travaux publics, il y a aussi des dettes qui ont été réglées. Donc, le gouvernement actuellement est en train, en fait, d'apurer pas mal de dettes. Mais ce qu'on veut dire, c'est que là, aujourd'hui, vous ne pouvez pas mettre ça sur le dos de l'actuel gouvernement parce qu'il y a un bilan. L'État, c'est la continuité de l'État. Non, mais c'est ce que je dis. Ce que je veux juste dire aussi sur ce point-là, c'est que pour qu'on se comprenne bien, c'est que l'État, c'est une continuité, certes, mais il y a une situation qu'on a héritée et que le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement déplorent cette situation. Ils l'ont bien dit, c'est qu'à un moment donné, même par exemple dans le secteur des infrastructures, il y a en fait des marchés qui ont été lancés, il n'y a pas eu en fait d'études de faisabilité, d'études environnementales avant de financer ce marché-là. Donc on demande à des entreprises d'exécuter des marchés, parfois mais il n'y a même pas de contrat. Donc ce qu'on dit là, c'est dire que certes, l'État, à un moment donné, est un mauvais payeur. Ça, c'est vrai, je vous l'accorde. Moi, je suis dans le secteur des travaux publics et je sais qu'il y a pas mal d'États, en fait, qui ont des difficultés à payer. Ou bien, l'État paye avec beaucoup de retard. C'est pourquoi aussi, quand vous êtes dans un secteur des marchés publics, on vous demande d'avoir une capacité financière pour que vous puissiez supporter. Et même si vous l'avez, l'État ne paye jamais à temps. Quelles que soient les prévisions, l'État mais on s'éloigne du sujet. S'il vous plaît, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, on va rapidement passer sur le cas de Macky Sall.
Macky Sall, oui, non, mais voilà. la loi d'amnistie, il faut que j'intervienne. Oui, vous avez votre tour, vous avez votre tour. Il a répondu sur la loi d'amnistie, il faut que j'intervienne là-dessus. Oui, vous allez intervenir naturellement. Une minute, parce que je sais que vous êtes tous les deux d'accord sur ça, parce que lui, il est d'accord pour ça. Non, mais c'est heureux. Voilà, rapidement, une minute, comme ça, on passe sur Macky Sall. Sur ça, je sais que vous allez être d'accord aussi. Alors, sur la loi d'amnistie, c'est que on est d'accord sur le principe. Maintenant, ce qui reste à définir, ça, je pense que le gouvernement nous le dira bientôt, c'est en fait sur les modalités. C'est-à-dire que est-ce qu'on revient intégralement sur la loi d'amnistie ou bien on ne revient que sur une partie de la loi d'amnistie, notamment sur le fait que l'ancien ministre de la Justice, Aïssata Tall Sall, avait répondu pour dire que cette loi avait vocation à couvrir en fait tous les crimes de sang. Donc là, ça c'est le gouvernement. Moi je ne suis pas dans le secret des dieux pour le moment. En tout cas, nous on a fait nos propositions quand on rédigeait le programme pour dire qu'il fallait revenir sur la loi d'amnistie. Dans son intégralité ou pas? Oui, mais je veux dire que là, je laisserai... C'est oui ou non? Non, c'est pas oui ou non, parce que les choses ne sont pas ni noires ni blancs, en fait. Voilà, les choses sont aussi beaucoup plus compliquées. On est dans l'ambiguïté. Là, non, c'est pas dans l'ambiguïté. C'est-à-dire que sur le principe, parce que ce qu'on avait dit à l'Assemblée nationale, lorsque la loi a été amenée pour être votée, on avait posé la question qui était très simple. Est-ce que cette loi couvre les crimes de sang? Et quand ils ont dit que la réponse était oui, donc on ne l'a pas voté. Et que si vous nous avez dit que la réponse était oui, la loi ne couvrait pas en fait les crimes de sang, peut-être on aurait eu un comportement différent. Politique, donc sur ce point-là, et la partie parce que dans la loi d'amnistie, il faut comprendre deux choses. La loi d'amnistie ne fait pas obstacle à ce qu'on indemnise en fait les victimes, parce que la loi le dit très clairement. Maintenant, la question c'est que l'interdiction des poursuites et de faire la lumière sur tout ce qui s'est passé, c'est ce que la loi interdit actuellement. C'est-à-dire que l'action publique a été déclenchée et aussi les enquêtes qui ont été diligentées ou bien des gens qui ont été suspectés. Donc là, sur ces points-là, on va revenir là-dessus. Je pense que c'est très clair. Maintenant, c'est au Premier ministre et à son gouvernement d'étudier. Il y a le ministre de la Justice et il y a aussi l'assise en fait sur la justice donc, qui pourrait régler ce problème. Un mot sur le renoncement de Macky Sall à la politique. Voilà. Oui, rapidement. En fait, bon, je pense que Macky Sall, il n'avait pas le choix. Personnellement, mon intime conviction, c'est que, bon, en fait, quand il a quitté le pouvoir, il est resté à la tête de l'APR pour lui éviter une implosion. Et pour moi, c'était la même stratégie qu'il a adoptée lors des élections législatives. Il ne voulait pas partir pour qu'il y ait un désordre. Maintenant qu'il a évacué ces deux moments-là, c'est-à-dire juste après le départ du pouvoir, puis après les élections législatives, maintenant, il a le temps pour lui, pour non seulement quitter le champ politique, mais aussi permettre à son parti, parce qu'on a peut-être les prochaines séances dans 2 ans, donc pour lui permettre à son parti d'ici 2 ans de se réorganiser. Alors, moi, je pense que c'est un non-événement, le fait que Macky Sall quitte la tête de la... Enfin, précisons quand même, il est président d'honneur. C'est-à-dire qu'il n'est plus président, mais il est président d'honneur. Je pense que pour un homme qui a fait plus de 20 ans, je dirais même 30 ans de vie politique, parce qu'avant d'arriver au pouvoir en 2000, il était déjà dans la politique. Et rappelons que de 2000 à 2008, il était dans les plus hautes sphères de l'État. Et ensuite, il a fait sa traversée du désert. Et à partir de 2012 jusqu'à 2024, il a été aussi au pouvoir. Donc, si on résume, il a géré, il a eu sa main dans la gestion du Sénégal pour les 20 dernières années, à minimum. Donc, il a montré de quoi il était capable. Donc, on ne peut pas attendre... On n'attend rien de plus en fait sur Macky Sall. Donc maintenant, aujourd'hui, je pense que Macky Sall, c'est de l'histoire ancienne. De la nouvelle génération, moi, je suis heureux d'avoir des nouveaux leaders. Je serais heureux d'avoir des nouveaux leaders en fait au sein de l'APR, parce que c'est ce qui a tué d'ailleurs l'APR. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas projetés, ils ont été un peu court-termistes. Donc c'est normal que je pense que maintenant, on tourne la page de Macky Sall. Oui, le doyen Camara, donc qu'est-ce que vous pensez de Macky Sall, de son renoncement, rapidement? Il a très bien fait de renoncer puisqu'il n'a plus rien. Par contre, ce que je ne veux pas, qu'il tire les ficelles une fois, comme il se dit neutre. Il faut qu'il reste neutre. Il ne faut pas qu'il monte les Sénégalais les uns contre les autres. Les Abdou Diouf sont partis. Abdou Diouf n'a pas cherché à dresser les Sénégalais les uns contre les autres. Ouad ne l'a pas fait. J'espère que Macky Sall sera très sage et qu'il ne va pas dire à son parti « faites ceci, faites cela » parce que ça va très vite avec certains anciens présidents. Il ne faut pas qu'il se comporte en Bokassa. Très bien. Alors, donc, un débat très intéressant. De toute façon, nous allons suivre tout ça dans les prochains jours, voire semaines ou mois. Et donc, je vais vous demander à chacun de regarder sa caméra et de conclure. C'est-à-dire, donc, quelle conclusion vous donnez sur l'état du Sénégal rapidement, M. Mendy? Moi, ce que j'attends de l'état du Sénégal, c'est qu'on aille vers un état de droit. Et que quand on parle d'état de droit,
on ne peut pas mettre de côté l'éthique et la déontologie dans tout ce que nous faisons sur le champ politique. Je me réfère à l'affaire Barthélémy Diaz, qui pour moi reste le maire légitime de Dakar, quel que soit ce que l'on veut dire ou que l'on doit faire. Ce que le gouvernement a fait, c'est pour moi, c'est du banditisme. Au Sénégal, il y a ce qu'on appelle des Djaïdole. Ils lui ont fait par la force, ils ont retiré son mandat de député, puis de la mairie de Dakar, ce qui n'est pas normal. Il faut laisser Barthélémy Diaz en tant que maire de Dakar parce que c'est la population de Dakar qui l'a voté, qui a voté pour lui. Donc ce n'est pas un mandat qui lui a été conféré par qui que ce soit. Donc j'espère, le Sénégal de 2025, qu'on sera dans cette logique d'apaisement parce que 2024 a été une année terrible pour le Sénégal. Il ne faut pas que le gouvernement nous fasse revivre des années sombres que nous espérons oublier. Très bien. Kadiali, votre conclusion face à la caméra? La conclusion, c'est de dire que je pense que M. Mendy et moi, on vit dans deux pays différents. C'est parce qu'il parle de l'affaire de Barthélémy comme si on avait violé la loi. Et je pense que s'il a raison, la justice lui donnera raison. Et au Sénégal, on est quand même dans un état de droit. Depuis que la nouvelle majorité est arrivée au pouvoir, c'est un pays qui est très calme et que les gens savent qu'on est attaché à la loi parce que l'un de nos principaux combats, c'était de dire que la loi doit être respectée. Donc, on n'a pas besoin de refaire l'histoire qui nous a menés au pouvoir, mais on le sait très bien. Et que le Premier ministre, là j'en terminais par là, pour dire que le Premier ministre a rappelé qu'on doit être des Sénégalais ambitieux. Le développement du Sénégal ne se fera pas sans les Sénégalais. Personne ne développera le Sénégal. Je pense que si dans la déclaration de politique générale, il y a un message à retenir, c'est celui-ci. C'est que les Sénégalais qui doivent développer le Sénégal. Et pour le faire, il faut qu'on croie en nous-mêmes et qu'on arrête à chaque fois de penser qu'on doit se retourner. Quand on agit au Sénégal, on fait quoi que ce soit, on le fait par rapport aux autres. On le fait par rapport à nous, à nos capacités, à notre histoire, à nos convictions et être ambitieux. Donc les ruptures qu'il a prônées, les 7 ruptures, bon, je n'ai pas eu le temps de revenir dessus parce que j'ai été emporté par le débat, mais sur ces ruptures-là, je pense que c'est quand même des ruptures qui sont très fondamentales. C'est-à-dire que je prendrai juste un exemple, de dire que de sortir de la logique d'urgence et d'être sur le long terme, de planifier, de ne pas être sur une logique électoraliste où à chaque fois quand on fait un projet, c'est parce qu'on pense que les élections qui vont venir, il faut qu'on montre quelque chose aux populations, construire des immeubles. Il faut construire en fait les Sénégalais, les êtres humains qui soient convaincus que c'est eux qui doivent développer le Sénégal. Parce que le président Diomaye et le Premier ministre Ousmane Sonko ne développeront pas le Sénégal sans les Sénégalais. Ils n'en ont pas la capacité. Si on regarde tous les hommes politiques, tous les hommes qui s'activent dans le domaine politique, ils ne représentent même pas 0,5% de la population. Donc ça veut dire que c'est des hommes comme M. Mendy, comme moi ou d'autres, ou des gens qui veulent, qui soient d'accord ou non ou pas, qui doivent contribuer au développement du Sénégal. Et ça, peu importe le gouvernement qui est en place, on doit être convaincu que c'est nous qui devons développer le Sénégal. On ne sera pas d'accord sur tout, mais essayons d'être d'accord sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est qu'on a une vision qui est assez claire. Il y a des moyens, on a des ressources, on a du capital humain. On va aller chercher l'argent pour mettre en œuvre un projet qui réunira en fait tous les Sénégalais autour de l'essentiel. Très bien. Le doyen Camara. Barthélémy Diaz n'est pas au-dessus de la loi. À ce que je sache, ce n'est pas Pastef qui a interdit à Barthélémy Diaz d'être maire de Dakar. C'est la justice sénégalaise. Et vous, c'est la justice sénégalaise. Personne n'est au-dessus de la justice sénégalaise. On ne va pas ouvrir un nouveau débat. C'est la conclusion. Nous sommes à la conclusion. Il faut le dire. Donc, ce que je crois et qui est bon, c'est que vous avez une nouvelle génération d'hommes politiques qui a une vision, qui a une rigueur, qui a un calendrier. Et je souhaite que vous, qui êtes jeunes, vous devriez, pour vous-même, appuyer justement la démarche actuelle de la nouvelle génération Ousmane Sonko, Bassirou. Pourquoi? Parce que les erreurs du passé, il faut les réparer. Et je suis très content qu'ils sont en train de les réparer. Donc, Barthélémy Diaz, il a fait son temps, il a commis des erreurs. Je ne suis pas là pour le juger, mais il n'a pas été toujours catholique quand il le fallait. Voilà. Maintenant, très bien. Alors, donc, nous ça sera un autre débat. Le cas de Barthélémy Diaz de toute façon. Donc, nous arrivons au terme de cette émission, une émission très très riche, un débat enrichissant. Et donc, nous aurons l'occasion de toute façon de revenir sur le plateau pour suivre l'actualité sénégalaise. Donc, je remercie la régie donc, de nous avoir permis
de faire cette émission. Et je remercie également les téléspectateurs de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous donc à la prochaine fois face à l'Afrique. À très bientôt.